Ça chauffe souvent ici, tous les jours. Tu fais attention à tout, puis il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose. Je ne sais pas ça. Ils ont enlevé l'ancien commissaire. Ils ont demandé une plus d'argent. Oui, 700 000 $ américains. On a un confrère qui habite dans cette maison qui s'est fait kidnapper. Vous avez eu peur pour votre vie à certains moments. C'est pas évident. Il y a eu des moments difficiles. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes ce soir à la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Ce poste frontière est l'un des fréquentés. 2 fois par semaine, des milliers de Haïtiens passent pour tenter d'aller travailler de l'autre côté ou tout simplement de se ravitailler alors que l'économie haïtienne est exsangue. Les Haïtiens fuient la misère de leur pays. Ils fuient aussi depuis quelques mois tout particulièrement l'insécurité grandissante, la violence des gangs, l'épidémie de kidnapping qui touche les riches, les pauvres à égalité. C'est un drame national en Haïti. Nos équipes sont parties à Port-au-Prince. Elles ont enquêté sur ces gangs qui pratiquent le kidnapping et aussi leur proximité parfois avec le pouvoir qu'ils utilisent pour casser l'opposition, pour casser aussi les manifestations de protestation à l'égard d'un régime qui est incapable de résoudre leurs problèmes au quotidien. Nous avons notamment obtenu la confession, le témoignage d'un chef de gang particulièrement redouté, d'une cruauté invraisemblable, son surnom Barbecue. Haïti, au cœur de la nouvelle guerre des gangs, c'est un document signé Cyril Thomas, Charles Comiti, Daniel Grand-Clément et Stéphane Auman pour Tony Comiti Productions et Enquête exclusive. Nous roulons vers Gonaïves, l'une des principales villes d'Haïti, pour un rendez-vous à haut risque. Nous nous dirigeons au nord pour rencontrer les Ambachals. Un gang qui contrôle plusieurs quartiers. En plein centre-ville, 2 hommes armés de fusils d'assaut sont venus nous chercher. La scène est surréaliste. Ils discutent tranquillement devant des passants à peine étonnés. Et ils tiennent à nous montrer que leurs armes ne sont pas des jouets. Ce gang est accusé d'agression, de racket sur les commerçants et de viol. Mais ce jour-là, ils préfèrent se présenter comme une simple milice de citoyens qui défend le quartier. Il y a des hommes armés qui viennent semer la violence dans le quartier. C'est pour ça que nous portons des armes, pour protéger le business et les habitants d'ici. Des bandits viennent nous embêter, vous comprenez? Effectivement, des ennemis, il n'en manque pas. Ils s'appellent Gran Griffe ou Ticho. Des noms sympathiques, mais qui cachent des criminels redoutables. Les autorités ont officiellement recensé 76 bandes armées dans le pays. Raquettes, meurtres, ces groupes armés ne reculent devant aucune démonstration de force. Leurs chefs sont parfois considérés comme des héros par les populations. Le plus puissant d'entre eux est surnommé Barbecue. Sa spécialité, brûler vivant des gens dans leur maison. Nous l'avons rencontré dans son quartier. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose. Je ne sais pas ça. Pour se financer, ces groupes ont imposé au pays une vague de kidnapping sans précédent. Chaque jour, 10 personnes sont enlevées dans les rues de la capitale. Et tout le monde est concerné. Les pauvres comme les riches. Ils ont enlevé l'ancien commissaire, ils sont montés avec lui dans la voiture, ils sont partis. Nous étions là pour le premier jour de liberté de 2 religieux français. Des otages relâchés après 19 jours de détention. Il y a eu des moments difficiles. Cette petite île de la mer des Caraïbes a longtemps été surnommée la perle des Antilles. Désormais, le pays est devenu Haïti la maudite. En 2010, un tremblement de terre a rasé la capitale. 300 000 morts.
l'État est en faillite depuis des décennies. Pour tenir le pays, chaque président a financé ses propres milices, qui sèment la terreur dans les quartiers tenus par l'opposition. Il nous a attaqués avec des vraies balles. Une instrumentalisation de la violence par les partis politiques. Désormais, les gangs font la loi jusque dans le centre-ville de la capitale. La police est impuissante. C'est un courant. Un climat d'insécurité permanent qui provoque un ras-le-bol de la population. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans les... Et une véritable psychose chez les Français qui vivent sur place. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Plongé dans un pays au bord du chaos, où les gangs font la loi. Dans le centre-ville de la capitale, chaque jour, c'est même symphonie. Celle des fusillades entre gangs. Dans le collège Saint-Martial, les rafales d'armes automatiques n'étonnent plus personne. Qu'est-ce qu'on entend là? Ouais, c'est des tirs. Mais là, c'est proche. Et c'est nourri. Jean! Le père Benjamin, l'un des professeurs de catéchisme, semble blasé, mais il est inquiet tout de même. Il doit traverser la ville pour un rendez-vous important. Mais ici, sortir en voiture ne se fait jamais à la légère. Tu penses qu'on va pouvoir y aller là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller. Jean, qui l'accompagne dans chacun de ses déplacements, Eh ben on y va. va en faire les frais. Et c'est dangereux, mais bon. Ce ne sont pas les balles perdues. Le prêtre français redoute, mais l'enlèvement. En plus, on va être prudent, on va regarder. Pour éviter le pire, Jean est chargé de lui indiquer l'itinéraire le moins risqué. Seulement le jeune homme hésite. Et le père Benjamin commence à angoisser. Là, attends. Jean, qu'est-ce que ça me fait là? Hein? Allez! Quoi? On fait ici parce qu'ici on ne va pas aller là. Mais là, fais attention quand même. C'est entendu, mon père. Droite, Jean, ou bien? Là-bas, c'est pas qu'à couper. Allez, vas-y, dépêche-toi. À droite ou à gauche? Peut-être à droite. Elle a bloqué quand même. Vacho. Surtout ne jamais s'arrêter. Car depuis quelques semaines, les religieux sont devenus eux aussi la cible des gangs. Une autre congrégation française en a fait l'expérience. Alors qu'ils se déplacent en minibus, le père Michel et la sœur Agnès sont enlevés avec 8 Haïtiens dans un quartier périphérique de la capitale. Ils sont emmenés par leurs ravisseurs dans cette partie de la ville. La Croix des Bouquets. Un nom poétique pour un territoire tenu par l'un des gangs les plus barbares de Port-au-Prince. Les Mawozo, les mauvais garçons créoles. Un gang qui aime étaler sa puissance de feu sur les réseaux sociaux. En t-shirt rouge, leur chef surnommé La Mort sans jour est fier de montrer à la caméra ses dernières victimes. Regardez. 2 corps carbonisés, présentés comme des policiers. On leur a coupé les parties à ces policiers et on les a grillés. Ce sont eux qui sont en train de griller. Avec nos balles, nous, on n'a peur de personne. On ne rigole pas. Si vous n'êtes pas content, on vous attend. Avec ces images macabres, La Mort sans jour terrorise la population et prévient les gangs rivaux comme les forces de l'ordre du sort qui les attend. Je suis le vampire de la plaine, le maître des morts. Je suis celui qui fait ce qu'il veut, au nom de Dieu, du diable et des esprits. Il y a des hommes pires que moi, qui sont du président, ministre, sénateur. Ces gars-là sont pas plus sérieux que moi. Moi, je suis un homme de parole, sauf que moi, j'utilise des armes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tuer une famille et d'avoir des remords?
Journaliste, je vais te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas nous qui avons créé la mort. Elle existait bien avant nous. Excuse-moi. Hé mec, je suis en train de faire une interview là, je te rappelle. Il a beau se cacher derrière un foulard, tout le monde connaît son visage poupin. Voici son avis de recherche. La mort sans jour s'appelle en fait Joseph Wilson. Pour libérer sœur Agnès et le père Michel, il réclame $1 million. Nous allons essayer de rencontrer. Pour cela, nous avons fait appel à 2 reporters haïtiens qui affirment connaître. Il a 14 enfants avec 13 femmes. Il est un prêtre vaudou. Ça veut dire quoi, il est un prêtre vaudou? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il fait de la magie haïtienne. Est-ce qu'il est respecté dans son quartier? Très respecté. C'est-à-dire que pour nous, c'est un bandit, mais pour son quartier, c'est un peu un héros. C'est un leader. Il est très ouvert aux journalistes. Parce que nous, on a l'habitude d'aller. Vous, oui, mais est-ce que moi, si je vais l'interviewer, je risque pas d'être enlevé? Ah, je ne sais pas. L'un d'eux tente de négocier un rendez-vous pour nous. Oui, chef là, comment est-ce c'est journaliste ça? Quand il y a 2-3 personnes qui viennent, mais est-ce qu'il y a qu'à venir en dedans avec caméra? Non, pas d'accord, caméra dans là. Ok. Fin de non-recevoir. Pas le temps de lui poser d'autres questions. Nous décidons de le rappeler, mais cette fois-ci avec notre traducteur. La mort sans jour? Vous m'entendez? Qui j'en traité et au jour, est-ce que vous allez manger? Oui. Ok. Pas aucun problème en particulier avec français. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Est-ce que nous sommes capables de rencontrer vous? La mort sans jour se méfie. Il sait que les religieux français qu'il détient valent de l'or et il a peur d'un piège. Sur le marché du kidnapping, toutes les cibles n'ont pas le même prix. Les enlèvements font aussi des victimes dans les quartiers les plus pauvres. Au bout de cette ruelle de la cité Choun, une maison de tôle de 10 mètres carrés. Magdala, 33 ans, nous dit avoir été enlevée par les Mawozo. Sa vie a basculé en décembre 2020. Alors qu'elle est en compagnie d'un chef d'orchestre connu en Haïti, 5 individus armés l'enlèvent en pleine rue. Ils m'ont braqué avec leurs armes et m'ont attrapé par le cou. Ils m'ont forcé à monter dans leur voiture et mis une cagoule sur la tête. À partir de là, la jeune femme va vivre un calvaire. J'avais des mèches très longues et un homme a pris un briquet. Il a commencé à les brûler. Regardez mes cuisses, ils m'ont brûlé. J'ai beaucoup crié, ça me faisait tellement mal. J'ai entendu qu'il demandait $1 million. Moi, payer $1 million, je ne travaille pas assez. Où aurais-je trouvé cet argent? J'allais mourir. $1 million pour libérer Magdala et le musicien. Ça serait très loin d'avoir les moyens. Heureusement, la famille du maestro va se montrer compatissante. La famille du chef d'orchestre a donné $300 000 pour les 2 otages. 3 jours plus tard, Magdala est enfin relâchée et abandonnée au bord d'une route. On est allé chercher ma sœur et quand on est arrivé, elle était par terre, couverte de sang. Je pensais qu'elle était morte. J'ai dit, on a tué ma sœur. Et puis on m'a dit qu'elle n'était pas morte, juste qu'elle n'arrivait pas à parler. Depuis 5 mois, Magdala ne sort plus de chez elle. Traumatisée, elle a arrêté de travailler comme vendeuse ambulante et rêve de quitter définitivement Port-au-Prince. 10 jours après l'enlèvement des religieux français, toutes les cloches du pays sonnent en même temps, à midi pile. Quel que soit l'endroit où il se trouve,
ils les entendront forcément. Une manière de leur donner du courage, car les négociations piétinent. En Haïti, le kidnapping est devenu un sport national. Plus d'une dizaine par jour. 76 gangs se partagent désormais les rues du pays. Le plus puissant, celui d'un certain Barbecue. Après une dizaine de jours de négociations, nous avons obtenu une rencontre avec lui. Son fief, le quartier populaire de Delmas. Jimmy Cherizier alias Barbecue, le voici, coincé entre ces deux gardes du corps. Sans sa protection, nous n'aurions même pas pu filmer dans le quartier sans nous faire dévaliser. Nous découvrons un homme en t-shirt bariolé et bermuda, plutôt affable, et qui nous explique les origines de son surnom. Quand j'étais enfant dans mon quartier, il y avait plusieurs Jimmy. Mais ma mère vendait du poulet grillé. Alors on m'a surnommé Barbecue pour me différencier des autres Jimmy. Voilà pour la belle histoire. Mais comme le montrent ces images, la réalité est beaucoup plus sordide. La spécialité de Barbecue, faire brûler des maisons, avec leurs occupants bien sûr. Le nouvel homme fort de Port-au-Prince est à la tête du G9, une sorte de fédération de 9 gangs qui contrôle une bonne partie des quartiers de la ville. Il y a encore quelques semaines, Barbecue, ici avec la veste en jean, n'hésitait pas à parader en plein jour dans la capitale avec ses partisans armés. Mais Jimmy Cherizier n'a pas toujours été un bandit. En 2018, il était encore policier. Il n'y a qu'en Haïti que l'on peut passer aussi vite de flic à chef de bande. Il est officiellement recherché par les autorités pour plusieurs massacres, dont un qui a fait 71 morts en 2018. Il a accepté de nous rencontrer à une condition, que nous ne filmions pas les hommes en armes qui le protègent en permanence. Contre, il veut absolument nous présenter son chaton. C'est le vôtre? C'est à moi. Car aujourd'hui, Jimmy Cherizier veut donner l'image d'un homme respectable. Je voudrais que le monde entier sache que moi, Jimmy Cherizier, qu'on appelle Barbecue, je n'ai jamais volé. Pas même une fois dans ma vie. Je n'ai jamais kidnappé qui que ce soit. Jamais. Vous n'avez jamais tué personne? Laisse-moi porter une précision pour vous. Je n'ai jamais tué pour l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose? Je ne sais pas ça. Le gangster assure n'avoir jamais enlevé personne à Port-au-Prince. Pas si sûr. Nous retrouvons le père Benjamin, qui enseigne le catéchisme au collège Saint-Martial. Il a affaire à Barbecue et à ses hommes régulièrement. L'établissement se trouve tout près d'un quartier contrôlé par le chef de gang. Comment nous y est là? A frappé là? Ça n'a pas réglé. C'est en lait? Pour en lait net? Attention en lait, gain en lait. Ils visent pas des gens. Ils tirent en l'air pour créer un sentiment d'insécurité, pour montrer que yo là, ils sont là, et puis attention, on peut pas faire ce qu'on veut là-dedans. On allait dans la boutique là. L'école et ses professeurs sont souvent ciblés par les hommes de Barbecue. Et pas seulement par leurs tirs. Ici aussi, il y a eu un kidnapping de religieux. Un prêtre haïtien. Avant-hier, là, on a un confrère qui habite dans cette maison, c'est un prêtre diocésain, qui s'est fait kidnapper. Ils l'ont emmené en détention, ils étaient une quinzaine dans la geôle. Il a négocié avec Barbecue, qui est le chef de gang, pour être libéré. Mais il a dû laisser sa voiture et ses affaires. Il est sorti presque nu, et c'est les gens qui lui ont donné des habits pour qu'il puisse revenir ici. Non, c'est terrible, c'est terrible. Et pourtant,
L'école pensait avoir acheté sa tranquillité. Pour assurer notre protection, eh ben, ils nous demandent une petite contribution, soit en nature, soit en financière. Des mecs qui viennent là, armés jusqu'aux dents, qui viennent s'asseoir là sur le banc où on était tout à l'heure, hein. Puis on discute. Ah ouais. Ah ouais. Un véritable système mafieux. En Haïti, l'Église est une des dernières institutions à tenir encore debout. Elle fait fonctionner des hôpitaux, des écoles et même des universités. Elle est donc devenue une cible. Pour les gens, eh bien, l'Église est riche. Alors qu'on n'est pas riche. Si on était riche, on aurait déjà fini de construire notre école. Effectivement, le père Benjamin manque d'argent pour ses travaux. Il est chargé de la reconstruction des bâtiments qui se sont écroulés lors du tremblement de terre de 2010. Pour l'instant, seule la maternelle a déjà été rénovée. Le père Benjamin cherche même 500 000 € pour restaurer sa chapelle. Tu vois le transept un peu explosé là? Voilà. L'établissement catholique, fondé au 19e siècle, accueille 1700 élèves. De la maternelle à la 3e. Comment ça va, jeune homme? Le père Benjamin assure chaque semaine 4 heures de catéchèse. Comment s'est passé mon examen? Plutôt difficile ou plutôt facile? Dans cette classe de 3e, la plupart des élèves payent leur scolarité grâce à leur famille installée à l'étranger. Le quotidien d'ici leur pèse. Pourquoi c'est stressant? Cette affaire de kidnapping, de disparition, c'est vraiment... Si vous choisissez tous un endroit où vous pouvez partir, vous restez en Haïti ou est-ce que vous partez? Levez la main ceux qui partiraient. Au grand désespoir du père Benjamin, ses élèves ne rêvent que d'émigration. Bon, d'accord. Il faut dire que le collège se trouve dans un secteur violent de la ville. Une zone de conflit entre deux quartiers. Le Haut Bel Air et le Bas Bel Air, contrôlé par Barbecue. Et justement, la veille, ces hommes ont lancé un raid, avec un équipement digne des forces de l'ordre. Ils se sont déployés hier après-midi vers 3 heures. Il y avait des tirs de gaz lacrymogène, des tirs, des balles réelles aussi. Et bon, ça a duré très tard dans la nuit. On a pillé de maisons, mais je n'ai pas encore un bilan pour savoir s'il y a eu des personnes qui ont été tuées ou si d'autres maisons ont été incendiées. Brice Destin est membre d'une organisation de défense des droits de l'homme. Il comptabilise les exactions de Barbecue dans ce quartier du Haut Bel Air. Depuis 2 ans, les habitants vivent en état de siège permanent. Ici, pour rester en vie, il faut longer les murs. Pour éviter les balles, et à tout moment, il peut y avoir des tirs. Eux, ils connaissent. Dès qu'il n'y a pas possibilité, ils nous diront. Ah, viens. Les éclaireurs nous font signe. Nous pouvons avancer. Plus on se rapproche de la frontière avec le quartier de Barbecue, plus le risque augmente d'être pris pour cible par ces tireurs embusqués. Allons-y. Alors, comme dans une ville en guerre, il faut éviter les grandes allées à découvert et passer par des chemins détournés. Heureusement qu'il y a beaucoup de corridors, on passe à travers les petits espaces entre les maisons. Et c'est ce qui leur permet de circuler sans se faire repérer par les gangs. Nous voici enfin à quelques dizaines de mètres de la frontière. On court. C'est un courant, allons-y. Là, on vient ici. Au milieu de la chaussée, des sacs de sable ont été montés en barricade par les habitants. Pour éviter les... Sortez du bas. Bas ici. Ça chauffe souvent ici, tous les jours. Ce jour-là, le
de Bel Air ne va pas faire mentir sa réputation. Une ambulance a été appelée en urgence. C'est une plaie par balle. 116 m'a appelé, il y a une plaie par balle à Bel Air. Ça arrive souvent. Ce sont deux groupes qui se battent. Le plus grand défi pour Claudie, Charles et Joseph est d'arriver avant que les victimes ne meurent. Car circuler dans Port-au-Prince est une épreuve. Personne ne se pousse, même pour une ambulance. Et puis ce n'est pas tout. Bloqué. De nombreuses routes sont barricadées aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Peut-être il y a un enlèvement dans cette zone. Effectivement, souvent après un enlèvement, les habitants se mobilisent. Ils vont jusqu'à bloquer leur quartier. Ce jour-là, ce qui a déclenché leur colère, c'est le kidnapping d'un commissaire de police à la retraite qui habite cette maison. 2 voitures sont venues et puis les gens sont sortis avec leurs fusils, ils ont braqué, ils sont entrés. Ils sont entrés par où? Montrez-moi. Ils ont demandé une rançon déjà? Oui, 700 000 $ américains. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Pas seulement dans nos quartiers, non, dans tous les pays. Défendre leur petit bout de territoire est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour interpeller le gouvernement. Malheur à ceux qui voudraient tout de même passer. On les attend avec des pierres ou des bouteilles de verre à la main. Un climat de guerre civile où claquent même sporadiquement des détonations. Résultat, voilà 30 minutes que les ambulanciers cherchent un passage pour aller chercher leurs blessés par balle dans le quartier de Bel Air. Chance, les policiers sont en train de dégager une rue. Quand ils arrivent, heureusement, le blessé par balle est encore en vie. Il est touché à la cuisse. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Les badauds parlent d'un règlement de compte entre gangs. Reste à rejoindre l'hôpital. Mais là, tout va se compliquer pour les ambulanciers. Mais alors pourquoi y a-t-il tant de violence en Haïti? La réponse, c'est Brice Destin qui nous la donne. Nous le trouvons dans le No Man's Land qui sépare les quartiers du Haut Bel Air et du Bas Bel Air. Il nous explique que ces guerres entre gangs sont alimentées par les partis politiques. Le pouvoir en place a une façon de faire les choses. Pour lui, c'est d'armer ses propres gangs contre les populations civiles des quartiers défavorisés qui ne sont pas dans leur camp. En clair, le quartier du Haut Bel Air vote pour l'opposition et il est acquis au parti de l'ancien président, Jean-Bertrand Aristide. Voilà nos présidents. Nos présidents à nous. Oui. Il faut que je vous dise. Pour ce président, autrefois, on était prêt à mourir, à aller au cimetière pour lui. Seul problème, le quartier voisin, lui, serait pro-gouvernemental. Barbecue, qui le tient, est soupçonné d'être soutenu et financé par le président en place, Moïse Jovenel. Ici, c'est vu des pierres comme ça ici, ok? Des pierres, des gros bouts de pierre. Tu veux dire que c'est tout ce que vous avez pour vous défendre? Oui, c'est tous, mais il en bas, il avait les armes, ok? Des grosses armes, fusil d'armes. C'est des cartouches. Il nous a attaqués avec des vraies balles. Comme si de rien n'était, Barbecue de son côté bat campagne. À le voir comme ça, il ressemble à n'importe quel homme politique qui viendrait chercher des voix sur les marchés. Souvenez-vous, l'homme est à la tête de 9 gangs, fédérés en un groupe appelé le G9. Mais à l'entendre, il ne dirige pas un groupe mafieux.
Il y a des gens qui disent que je suis un chef de gang. Mais moi, je ne le dirais pas comme ça. Pour moi, nous sommes juste un groupe de jeunes dans un quartier populaire qui se sont regroupés. Barbekyou et son G9 ont même déjà un programme politique. Le rôle du G9, c'est de lutter contre le crime. Le rôle du G9, c'est de lutter pour que les gens puissent avoir un toit, une maison pour dormir. C'est de lutter pour que les gens puissent avoir de l'eau potable, l'accès à la santé. Regardez dans quelles conditions les Haïtiens vivent. Dans quelques mois, le pays va élire son nouveau président et de nouveaux députés. La moindre voix va compter. Barbekyou et son G9 redoublent donc d'attaques pour s'emparer des quartiers qui votent pour l'opposition et donc contrôler leur bureau de vote. En 2 ans à Bel Air, ils ont tué 77 personnes et brûlé une centaine de maisons. C'est ici qu'a eu lieu leur dernière grande attaque, il y a quelques semaines. 15 morts, dont une vieille dame de 86 ans. Sa maison a été incendiée. Habitait ici. Des membres du gang lui ont cassé les 2 bras et l'ont jeté du premier étage. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait des brûlures partout et de nombreuses fractures. Le même jour, une autre maison a pris feu. Tout a été calciné là. Oui, tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Monsieur Franck avait 81 ans. Franck est mort ici. Il était paralysé. C'est là que Franck a été calciné. Il n'en reste plus que des os calcinés. Le surnom de Jimmy Cherizier alias Barbekyou prend tout son sens. Quand vous entendez le nom de Barbekyou, vous pensez que c'est du cinéma, mais c'est un vrai méchant. Tous ces meurtres, Barbekyou ne les renie pas. Et même, il les justifie. J'assume tout ce que le G9 a fait. Les gars de Bel Air sont arrivés et ont tué 6 personnes. 6 de mes gars. Donc mes hommes ont répliqué pour venger les 6 personnes. C'est aussi simple que ça. Comme le montre cet avis diffusé par la police, Barbekyou est un homme recherché pour meurtre. Au commissariat de quartier, nous avons donc demandé aux policiers pourquoi ils n'arrêtaient pas le criminel. Barbekyou, on peut voir d'ici. Pourquoi vous n'allez pas l'arrêter? Pas de réponse. Sinon un éclat de rire. Pourquoi? Nous avons sollicité l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Il a refusé de nous répondre. Le commandant de police d'Aumont-Saint-Cy est l'un des rares à s'exprimer. Membre d'un syndicat de gauche, il dénonce la collusion entre le pouvoir et Barbekyou. Barbekyou, tout le monde sait où il habite. Pourquoi vous, la police, vous n'allez pas l'arrêter? Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'arrêter car nous n'avons pas reçu l'ordre de le faire. Nous pas gagné l'ordre pour ça. Et deuxièmement, on voit bien que ni le gouvernement ni notre état-major n'ont l'intention de le faire. Pas gagné ça en perspective. Donc ça veut quand même bien dire que l'état-major et le pouvoir le protègent. Assurément. Bien sûr. Absolument. La police haïtienne est impuissante et souvent complètement dépassée face à des gangs très bien organisés. Il y a à peine quelques semaines, 3 véhicules blindés d'une unité anti-gang tentent d'attaquer une bande. Ils sont mis en déroute. 5 policiers morts. Les voyous affichent fièrement leur prise de guerre sur les réseaux sociaux. Des fusils d'assaut, des gilets pare-balles et même un blindé. Humiliation nationale, l'État haïtien a dû ensuite le racheter aux gangs. 80 000 $. Depuis ce massacre, la police redoute d'intervenir. Les policiers ont peur. Ils ne sont pas rassurés car les gangs possèdent des armes lourdes. Et ils ont aussi des armes à longue portée.
Et nous, on n'a rien. La police a baissé les bras. Désormais, la pire menace pour les chefs de bande comme Barbecue, ce sont les gangs rivaux. Justement, il y a... Après notre interview, l'homme fort de Port-au-Prince a été blessé par balle lors d'un affrontement contre une bande ennemie. Règlement de compte incessant, déshérence de l'État, la population est la première à trinquer. Avec un salaire moyen de 55 € par mois, les Haïtiens n'ont pas d'autre choix que de subir. Mais en ce moment, un vent de révolte souffle sur Port-au-Prince. Comme le disent les Haïtiens, ça a assez. Il y en a marre. Dans les rues de Port-au-Prince, nous retrouvons l'ambulance qui transporte le blessé par balle. Joseph, Charles et Marie-Christine tentent de rejoindre l'hôpital, mais les rues de la capitale leur réservent encore surprise. Voilà maintenant une demi-heure qu'ils cherchent un passage. Et la situation se complique encore. Un étudiant vient d'être enlevé et tout le campus est descendu dans la rue. Les jeunes envahissent plusieurs bâtiments publics pour demander la fin des enlèvements. Nous regagnons les rues aujourd'hui pour dire non à la kidnapping, non à ce système corrompu qui kidnappe les étudiants, les professeurs, les masses défavorisées. Les étudiants s'en prennent ensuite à un symbole de l'État, direction des impôts. Et pour une fois, Journalistes français. Les policiers sont là rapidement. Malgré ce climat d'émeute, l'ambulance parvient enfin à rejoindre l'hôpital au bout d'une heure. Le patient, il est encore vivant. Une pénible journée pour tout le monde. Joseph laisse échapper sa lassitude. C'était comment par rapport à tout pays, toi Pas trop bien. Je ne me sens pas de ma peau à cause de la situation et politique du pays, tu vois. Tout ça bouleverse, tu vois. Pas moi seulement, presque tout le monde. Dans la communauté où vivent les deux religieux français enlevés, c'est aussi le découragement. Cela fait 15 jours maintenant que les otages sont aux mains des Mawozo. Les ravisseurs exigent $1 million, une somme impossible à payer pour la petite communauté. Les négociations sont au point mort. Pauvreté, gang, violence, un cocktail explosif pour la société haïtienne et pour ses membres les plus fragiles. Les enfants, qui payent un lourd tribut. Les adoptions sont en berne dans le pays. Par le passé, des milliers de petits Haïtiens ont été adoptés par des familles françaises. Mais aujourd'hui, à cause de l'insécurité, les chiffres se sont effondrés. En 20 ans, Evelyne Louis-Jacques a trouvé une famille pour 300 enfants. Tous n'étaient pas orphelins, mais pour la plupart, ils n'ont que cette chance pour échapper à la misère. Il y a des parents qui ne peuvent pas prendre soin économiquement de leurs enfants et qui les emmènent à l'orphelinat pour être adoptés, sachant que l'enfant sera mieux pris en charge. Il y a 10 ans, nous avions déjà filmé dans cet orphelinat.
quelques jours après le tremblement de terre qui a totalement détruit la capitale. Nous avions assisté au sauvetage miraculeux d'une petite fille. Lynn Vanessa était restée 5 jours sous les décombres. Mais ce jour-là, de nombreux enfants n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Une journée épouvantable. Et en entendant tous ces cris-là, il y avait de quoi devenir fou. Après la catastrophe, dans la cour de l'établissement, Evelyne a installé un arbre du souvenir. Ça représente les 56 enfants décédés lors du tremblement de terre. Aujourd'hui, alors qu'elle a tout reconstruit, Evelyne, comme les 750 autres orphelinats de l'île, affronte une autre catastrophe. En novembre 2019, 2 Français qui venaient adopter sont tués dans un braquage à leur arrivée à Port-au-Prince. C'est terrible. Une situation catastrophique. Ça a bouleversé l'ordre des choses. Suite à cet assassinat, la France a suspendu toutes les procédures d'adoption en Haïti. Evelyne ne trouve plus assez de famille. Elle n'a plus d'argent. Alors elle a décidé de fermer. Son principal regret, 4 enfants de son orphelinat n'ont pas encore trouvé de famille. Elle ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Une bonne partie de l'économie du pays est ainsi à l'arrêt. Les Occidentaux ont fui l'île. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans les restaurants qu'ils fréquentaient. Il y a 2 ans, ils faisaient la queue sur le trottoir pour avoir une table ici. C'était plein le vendredi soir, les samedis soirs. Il n'y a plus ça. Et pourquoi? Il n'y a personne. Les gens ne sortent pas. Ils ont peur de sortir. Seul un secteur prospère, celui des sociétés de sécurité. Il en existe une trentaine qui protègent les habitations des plus riches et tous les commerces importants. La filière emploie 15 000 hommes en armes. La sécurité, un des nombreux casse-têtes pour les Français qui ont décidé de rester vivre en Haïti. Mais ce n'est pas le seul. Ici, tout le quotidien est compliqué. Nous avons rendez-vous en banlieue de la capitale dans un quartier plutôt huppé. C'est ici qu'habite Virginie Tillus. Je suis pas convaincue, mais ah si, ça y est. Une humanitaire qui est tombée amoureuse d'Haïti il y a 20 ans. Elle est mariée avec David, un Haïtien qui a fait ses études à Lyon. La maison est grande, mais le confort est nettement plus sommaire qu'en France. L'électricité, par exemple, est un luxe rare. Grosso modo, depuis 2018, on a environ 4 heures de courant par semaine. Donc on a investi dans des panneaux solaires qui nous permettent d'être autonomes en électricité. Dans sa maison, elle n'a pas non plus l'eau courante. Alors elle a installé une citerne sur le toit pour récupérer la pluie qui alimente cuisine et salle de bain. Donc là, je vous accompagne au réservoir de la maison qui est un lieu stratégique puisque c'est là qu'on stocke l'eau qui est collectée pendant la saison des pluies, donc la moitié de l'année en fait. Et l'autre moitié de l'année, on fonctionne sur l'eau collectée pendant la saison des pluies. Donc l'enjeu, c'est de ne pas consommer plus d'eau que contient ce réservoir. Virginie n'a pas les moyens de payer un vigile. Mais sa maison ressemble à un bunker. Les maisons sont généralement aménagées avec des barreaux aux fenêtres et puis des barbelés sur les murs ou bien des tessons de bouteilles. Depuis 2 ans, les Français vivent la peur au ventre, sous la menace permanente des kidnappings. Et ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est que je ne sors plus, que je n'ai plus de vie sociale et qu'on est finalement confiné. Et c'est pas à cause du Covid, c'est à cause de l'insécurité. Virginie ne sort de chez elle que si elle a une obligation importante. Toujours en voiture,
toujours accompagnés. Je circule en ville le moins possible, ce que je veux. Et ce sentiment d'insécurité, il y a 20 ans, il n'existait pas du tout. Tu fermais pas ta voiture à clé, enfin tu loquais pas les portes. Et aujourd'hui, tu fais attention à tout, tu regardes à côté de toi, tu regardes devant, tu regardes derrière, et tu es extrêmement stressé parce que ça peut passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Depuis quelques mois, elle sent aussi une certaine animosité contre les Occidentaux, et en particulier les Français, les anciens colonisateurs. Donc parfois on peut être l'objet de remarques, de critiques, d'insultes. Et ça, j'y suis pas habituée, donc ça peut faire mal. Et c'est quoi comme genre d'insulte? Retourne dans ton pays, celle qui fait mal, parce que je suis quand même dans mon pays, même si je suis pas haïtienne. Un pays qu'elle aime et qu'elle tente de changer. Son ONG travaille sur la question des ordures qui ne sont pas ramassées. Les Haïtiens ont l'habitude de les jeter dans la rue et de les brûler sur place pour les faire disparaître. Un scandale écologique et une catastrophe pour la santé des habitants. Bienvenue à l'école des classiques. La plus grande fierté de Virginie, avoir rendu l'air respirable à ses écoliers. Elle a fait disparaître une décharge sauvage qui se trouvait derrière l'école. Aujourd'hui, à la place du tas d'ordures, l'ONG a planté pour les enfants ce jardin d'Éden. Donc là, j'ai dit, tiens, il y a des fraises. À Kinskoff, on a des fraises. C'est bromeliade. Alors l'aloe, on s'en sert aussi comme plante médicinale, pas vrai? On s'en sert aussi pour le Covid. Oui. Quand on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se ressourcer, on vient ici avec un bouquin, donc c'est à... Malgré toutes les difficultés, Virginie refuse de quitter Port-au-Prince, contrairement à beaucoup d'expatriés. Depuis 2 ans, un tiers des Français ont fait leurs valises. Ils ne sont plus qu'un gros millier dans tout le pays. Pour échapper à cette ambiance de guerre civile, certains Français ont choisi de s'installer à Jacmel, au sud de l'île, dans un petit paradis. Mais c'est un Eldorado qui se mérite. Pour s'y rendre, il faut emprunter des minibus. On s'y entasse parfois à plus de 30. Confort minimum et risque maximum, car les routes haïtiennes sont dangereuses. Les chauffeurs ne sont pas toujours concentrés sur leur conduite. Et l'état des véhicules n'arrange rien. Il n'y a pas de contrôle technique ici. Résultat, on compte 50 fois plus de morts au kilomètre qu'en France. Sur notre itinéraire, la tragédie s'invite à mi-chemin. Un camion dont les freins et qui s'est retourné sur ses occupants. Il a perdu le contrôle et il est tombé là. Il y a 3 morts, le chauffeur et 2 autres personnes. Après 3 heures de route, nous voici enfin à Jacmel. La cité balnéaire est réputée pour ses plages, pour ses chutes d'eau et pour ses maisons coloniales. Mais même au paradis, la crise se fait sentir. Les touristes étrangers ne viennent plus. La seule qui s'en sort, c'est une Française de 80 ans, Claudie. Tient une petite pension et un restaurant. Ça, ce sont des feuilles de corosol. On les cultive dans le jardin. Son truc, elle s'adresse surtout à la clientèle haïtienne. Mes collègues qui ont de grands hôtels ne travaillent pas, alors que moi, je travaille tous les jours. Ils ne pensent pas à cette clientèle locale qui veut venir sur les plages ou ailleurs, qui ne peut pas payer en dollars américains. Ancienne secrétaire d'ambassade, Claudie a travaillé partout dans le monde. Mais c'est ici
qu'elle a voulu s'installer. Haïti est un bon pays. C'est les Haïtiens qui ne l'apprécient pas. Ils ont dit tous de partir à New York ou à Montréal ou ailleurs, mais Haïti, c'est un pays qui est très agréable. Il faut le prendre comme bien. S'accommoder surtout de ses avantages, et puis accepter les inconvénients. Des inconvénients à Jacmel, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, la ville n'a jamais connu d'enlèvement. Un voleur a bien essayé de cambrioler l'établissement de Claudie il y a quelques semaines, mais la tentative a viré au ridicule grâce au chien de garde de la Française. Ça, je vous présente, on l'appelle Nico. C'est mon mouton, mon bélier. L'autre soir, il y avait des voyous. Les moutons, on les a chargés. Et le garde de sécurité leur a tiré après. Là, ils sont partis à toute vitesse. Mais le garde de sécurité avait besoin que le mouton avait fait le travail. Et c'était une petite... Pour l'instant, Jacmel n'est pas touché par la violence qui frappe le pays. Mais jusqu'à quand? Coup de théâtre à Port-au-Prince. Après des jours de négociations, les otages français sont enfin relâchés. Après 19 jours de détention. Et 6 otages restants, 4 haïtiens, ils sont libérés et ils sont en bonne santé. Les Mawozo réclamaient $1 million. Ils en auraient touché 50 000, selon l'un des négociateurs de l'église. À peine libérés, les religieux sont transférés dans cet hôpital catholique. Sœur Agnès, 80 ans, semble en bonne santé. Est-ce que vous avez eu peur? Ah ben, il y a eu des moments difficiles. Mais est-ce que vous avez pensé que ça pourrait mal se finir? Ben, bien sûr. Vous avez pensé qu'il pourrait vous tuer? Ben, bien des fois. Pour tenir le coup en captivité, Sœur Agnès avait 2 activités. La prière et la gymnastique. De temps en temps, devant les autres, j'osais faire mes mouvements. Et j'en entraînais d'autres à en faire. Vous qui avez 80 ans, vous avez entraîné les autres à faire de la gym pendant la détention? Quelques-uns. Sœur Agnès retrouvera son couvent dès le lendemain. Le père Michel, lui, ne voulait même pas être hospitalisé. Bonjour mon père. Heureux de vous voir en liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comment vivez-vous ce premier jour de liberté? Bon, c'est très sereinement, bon, humblement, on essaie de... Je ne me rends pas encore compte de ce qui se produit, mais... Et vous en voulez à vos ravisseurs? Non, pas du tout. Le lendemain, sur les hauteurs de Port-au-Prince, nous retrouvons le père Michel devant son église, qui est restée fermée pendant 3 semaines. Voilà, bienvenue à l'église paroissiale de Saint-Roch. Il nous raconte plus en détail sa détention. 4 nuits à la Belle Étoile, puis dans des maisons insalubres, 24 heures sur 24 à même le sol. Les conditions pour dormir, c'était pas évident. Bon, sur les cartons. Sur les cartons, notre corps nous faisait mal au bout des nuits, au fil des nuits. On a été bien traités, on n'a pas été battus, menacés. Ils nous ont tous dit, si on avait du travail entre nos mains, on ne ferait pas ce que l'on fait aujourd'hui. Mais la situation s'est tendue la dernière semaine avec les ravisseurs. Ils ont pris la décision de ne plus nous apporter à manger. Pas en représailles contre qui, contre quoi, je ne sais pas. Et donc ça a été un petit peu dur. Et ça a duré combien de temps, ça? 5-6 jours. Jusqu'à la libération. Pas du tout. À 1h du matin, au réveil, avec grand fracas, lumière dans les yeux, flash dans les yeux, en disant levez-vous, prenez vos affaires, allez, et rapide. Le père Michel vit dans le quartier de Saint-Roch depuis 4 ans. Ici, tout le monde le connaît. Il n'a pas perdu sa bonne humeur.
Amenez tout le monde à côté, on va amener. Ah, nous voulons passer par en haut. On va passer en bas encore. Tout est bon, oui. Tout est bon, tout, oui. Ni son humour. Bonne journée. Tout le village est heureux de le voir revenir. Une classe du collège est même venue le saluer. Il leur parle de sa rencontre avec le chef des Mawozo, la mort 100 jours. Quand j'ai évoqué avec la mort 100 jours, en voulant lui expliquer que les armes font les gens périr, j'ai pris l'exemple de Gandhi en Inde pour lui dire que la non-violence apporte le changement. Il en est bien conscient, mais malheureusement il est victime dans l'engrenage où il est rentré dedans. Tous ont un rêve, que le prochain président qui sera élu dans quelques mois mette fin à tout ce chaos. Mais le père Michel n'a pas beaucoup d'illusions. Ce que je crains est qu'arrivé un moment, ça va devenir un moment tragique pour le peuple haïtien. Premier dimanche depuis sa libération et première messe à célébrer avec ses fidèles. Des retrouvailles. Le père Michel sait qu'il ne quittera pas le pays. Quoi qu'il arrive, sa place est ici. Alors qu'Haïti vit chaque jour dans la souffrance, de l'autre côté de l'île, en République dominicaine, on découvre étonnamment un autre monde. Ici, pas de risque de se faire dépouiller, encore moins kidnapper. Le PIB est 7 fois plus élevé qu'en Haïti et le pays attire les touristes par milliers toute l'année. Entre les deux pays, une frontière de 380 km. Tout au long de cette frontière, la tension est permanente, particulièrement entre Ouanaminthe, côté haïtien, et Darabonne, côté dominicain, où nous sommes. C'est le poste frontière le plus stratégique et le plus important. Il est situé au nord de l'île. Il est 7h57, un lundi matin. À quelle heure vous allez ouvrir la porte? À 8h. À 8h. Ah, c'est dans 3 minutes. Oui. Sur ce pont, 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, c'est un incroyable brouhaha. Des milliers d'Haïtiens s'entassent derrière ces portes en fer pour rejoindre le marché binational situé en République dominicaine. Une sorte de zone franche. Nous sommes à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Dans quelques instants, des militaires dominicains vont ouvrir cette lourde porte de fer et laisser entrer ici sur ce pont des centaines d'Haïtiens qui viennent ici pour vendre quelques produits afin de survivre, de nourrir leur famille. Ils fuient aussi depuis quelque temps, comme vous le savez, l'insécurité et la violence des gangs. Dès que la porte s'ouvre, le flux est impressionnant. Difficile à ce moment-là de poser des questions au milieu de cette agitation. Tout le monde est pressé. Bonjour, qu'est-ce que vous avez là-dedans, là? Bonjour, ça va? Vous parlez français? Je peux vous poser 2-3 questions? Ces Haïtiens se dépêchent car ils savent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Leur but, remplir leur cajot de produits de première nécessité. Nourriture, habits, médicaments. Ici, tout coûte moins cher. Et on y trouve aussi des produits qui n'existent pas en Haïti. Richard vit entre les deux pays. Il connaît parfaitement la frontière. Les Haïtiens viennent acheter des figues, des bananes, du lait, de la laitue, du poulet. Et pourquoi on ne peut pas acheter tous ces produits en Haïti? Qui les fabriquerait? Qui? Il n'y a pas d'usine. Regardez les œufs là-bas. Ils achètent même des œufs. S'il y avait des industries de notre pays capables de produire, eh bien la vie serait... La vie serait mieux. Oui, notre vie s'améliorerait. Édouard, un autre Haïtien, régulièrement acheté un produit inattendu pour son petit commerce de l'autre côté du pont. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Glace. Ah, il y a de la glace là-dedans?
Vous l'avez entouré comment? Parce qu'il fait 35 degrés là déjà. Ah oui, d'accord. Ah oui, ce sont des pains de glace. Parce qu'il n'y a pas de frigidaire là-bas? Oui, frigidaire. Vous êtes venu combien de temps ici là? Chaque jour, nous venons. Ah, chaque jour vous venez? Chaque jour, nous venons. D'accord. Vous habitez de l'autre côté là, à Haïti? On la met. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Cet homme, lui, rapporte des matelas, des oreillers, de la literie. Car Haïti n'a que très peu d'industrie et les prix ne cessent d'augmenter. Vous transportez, c'est à vous tout ça? Non. Oui. Et vous allez le vendre là-bas, c'est ça? Oui. Alors que les hommes font des allers-retours jusqu'à la fermeture de la frontière à 17h, une longue file se forme. Que des femmes. Elles ont un laissez-passer qui les met de travailler. Vous allez travailler là ou vous allez... Oui, je vais travailler. Il y a beaucoup de femmes ici. Oui. La file pour les hommes, c'est de ce côté-là. Mais oui, la majeure partie sont des femmes. Ildefonso, représentant du service des migrations des Nations Unies, nous en dit un peu plus. Beaucoup d'entre elles sont aussi des domestiques ou des travailleuses journalières en République dominicaine. Elles peuvent être maçons, plombiers, mais la plupart d'entre elles sont des femmes de ménage ou des vendeuses sur les marchés. On vient les chercher en moto et on les amène directement. Chaque jour d'ouverture, 15 000 personnes passent à ce poste de frontière. Les jours de marché, c'est aussi la plaque tournante de tous les trafics. Eux, ce sont les policiers de la CESFRONT, spécialisés dans la sécurité des frontières en République dominicaine. Parce qu'il y a beaucoup de trafic? Oui, clairement. Des drogues, des armes, tout type de choses illicites. Selon les ONG présentes ici, le trafic d'enfants sur cette frontière poreuse ne fait que progresser. 30 000 mineurs haïtiens passeraient chaque année illégalement. Tout comportement suspect est repéré par la police frontalière haïtienne. Cette femme est soupçonnée d'être une passeuse. Elle est contrôlée par les forces de l'ordre. Bonjour. Notre présence en tant que policier, c'est dans le but d'accompagner le responsable de l'IBES qui contrôle les enfants qui traversent la frontière. Parce que là, vous avez contrôlé cette femme, c'est ça? Oui. Vous avez contrôlé cette femme avec cet enfant? Institut de bien-être social et de recherche. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trafiquent des enfants ou qui... C'est un vrai problème ici? C'est un fléau mondial. Donc c'est pour cette raison que nous, agents de l'IBES et la police, nous contrôlons chaque enfant qui traverse la frontière. Tout en vérifiant si la personne avec qui l'enfant traverse le connaît, non ou pas. Donc dans le cas contraire que l'enfant traverse avec une personne qu'il ne connaisse pas, nous procédons à l'arrestation de la personne. Vous voyez ici, c'est correct. Mais c'est quotidien que vous avez des contrôles de ce genre? Chaque jour. Et donc dans ce cas-là, vous refoulez la personne qui était avec l'enfant? Nous émergeons dans un endroit préparé pour ça. Et la personne, elle ira en prison. Et justement, nous nous rendons dans ce centre pour enfants à quelques kilomètres de là. Il est situé sur le territoire haïtien. Chaque année, ce centre, tenu par des religieux, accueille entre 250 et 300 enfants interpellés à la frontière. Ils sont placés ici par les autorités en attendant de retrouver un foyer. Dans la cour, Betty, psychologue, et Claudin, travailleur social, s'occupent d'une dizaine d'enfants âgés de 4 à 17 ans. Certains ont été carrément volés à leur famille, souvent même vendus par leurs proches à des trafiquants. Et qui les amène? Ce sont les familles qui les vendent aux trafiquants ou ils sont enlevés? En général, les familles les ont confiés à des personnes pour les traverser avec en République dominicaine. Ils partent avec ces enfants en République dominicaine, soit pour aller travailler, pour les exploiter, si c'est une fille, pour des activités sexuelles, donc des prélèvements d'organes, tout ça. Donc les parents les confient à des trafiquants en espérant qu'ils vont pouvoir passer en République dominicaine, faire des études, peut-être, voilà. Évidemment. S'en sortir, travailler. Évidemment. Et en fait, non. Non. Ça, c'est ta maison, ça?
Juste faire quoi, ça m'a identifié. Et quel est le drame ou vécu par un enfant qui vous a le plus frappé depuis que vous travaillez ici? Ces enfants-là arrivent parfois avec des chocs post-traumatiques. Donc des enfants qui arrivent ici en pleurant, des enfants qui arrivent en pleurant, des enfants qui arrivent, qui pensaient, une fois arrivés ici, ils pensaient toujours être en République dominicaine. Il y a des enfants aussi qui ont l'habitude de passer des heures, des jours en détention en République dominicaine. Avant d'être restitués aux autorités. Et ces catégories d'enfants arrivent ici, très stressés et très choqués à maintes fois. Parce qu'ils ont été parfois victimes de violences, notamment d'agressions sexuelles en détention. Non? Évidemment. Les enfants restent dans ce centre normalement 2 semaines. Mais certains peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Beaucoup parmi eux ne retrouveront jamais leurs parents. Ils seront alors pris en charge par d'autres structures. Une tragédie que sœur Alexandra, une Colombienne, connaît bien. Il y a des réseaux très bien organisés. Ils utilisent la vulnérabilité des enfants pour en tirer profit. Il y a un manque de vigilance, la frontière, et beaucoup de fragilité dans le système du pays à cause de la pauvreté des familles. On voit que la raison principale pour laquelle les enfants doivent partir, c'est la pauvreté. Ils ne peuvent ni étudier, ni manger. Les enfants sont donc obligés de travailler. En 10 ans, 4000 mineurs haïtiens ont été placés dans des centres comme celui-ci. Mais aujourd'hui, il serait encore des centaines à être exploités en République dominicaine. Nous poursuivons notre voyage à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Selon les estimations, il y aurait entre 500 000 et 1 million d'Haïtiens présents ici. De nombreux Haïtiens vivent ici à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Quoique loin de la violence des bandes et des kidnappings qui sévissent en Haïti, ils ressentent ici un profond sentiment d'abandon. Il leur est de plus en plus difficile d'obtenir la nationalité dominicaine. Par ailleurs, cette situation d'irrégularité en font des proies faciles pour les secteurs économiques qui recourent volontiers au travail au noir, comme l'agriculture ou la construction. La messe du dimanche est pour eux un véritable réconfort. Un réconfort et une véritable ferveur que viennent chercher ici tous ces Haïtiens. Le pasteur Jean et ses paroissiens nous invitent à nous présenter. Bonjour à tous, merci de nous accepter. On est arrivé avec les caméras. Je tenais à vous dire que nous sommes très heureux d'être ici. Merci pour votre accueil, pour votre gentillesse, pour vos sourires malgré les difficultés du quotidien. Pierre a 28 ans. Il est arrivé ici il y a 1 an avec son petit frère. Pierre travaille à l'usine, il touche 150 € par mois, mais il n'a pas de papier. Je suis venu illégal. Ah oui, d'accord. On traverse la frontière à pied. Nous sommes nombreux. Vous avez dû payer des passeurs? Si, on a payé le passeur pour de l'argent. Combien? 300 $. 300 $ par personne? Par personne. D'accord. Et ils vous font passer de nuit, c'est ça? De nuit. Alors, moi, je passe environ 3 nuits. Et pourquoi vous êtes parti d'Haïti? Voilà, tu sais, je suis étudiant. Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent pour subvenir à mes besoins. Donc, je me suis obligé de laisser le pays pour venir travailler afin de pouvoir les soutenir. Quel est votre objectif là, à court terme? Économiser de l'argent pour pouvoir mettre un visa sur mon passeport et après travailler et aller dans un autre pays parce que ici c'est difficile à vivre pour nous les Haïtiens. C'est difficile parce que les travaux les plus difficiles, ce sont nous les Haïtiens qui ont le fait. Régulièrement, de nombreux Haïtiens sont expulsés du pays ou arrêtés arbitrairement. Obtenir des papiers pour être en règle est très compliqué. L'unique
Thomas et Patricia étudient à Saint-Domingue avec leur visa de touriste. Elles savent qu'à tout moment, elles peuvent être renvoyées chez elles. Vous avez de la famille en Haïti toujours, oui? Oui. Ah oui, j'ai ma mère, j'ai mon fils là-bas en Haïti. Et alors? Alors c'est vraiment compliqué des fois quand j'appelle ma famille et que je n'entends pas, je me suis bouleversée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi ma mère ne répond pas? Tout ça, je me sens un peu stressée, tout ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Surtout avec cette situation de kidnapping, tout ça, de l'insécurité. C'est vraiment, les gens ne sont pas stressant. stables mentalement, physiquement. On n'est pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle que les Haïtiens viennent ici pour trouver une stabilité. Avec moi, j'ai aucun problème avec l'immigration à cause de la couleur de ma peau, de comment on marche, de notre coiffure, tout ça. Mais les Haïtiens qui sont noirs, de couleur, de peau, alors ces gens, ils sont des sites pour l'immigration. Ah ouais. Vous disiez la couleur de votre peau, mais ici à Saint-Domingue, en République dominicaine, il y a des blancs, des noirs, Oui, il y a des blancs, des noirs, mais les gens, je ne sais pas, on ne se sent pas vraiment à l'aise. Nous, on a vraiment envie de vivre dans notre pays, parce que c'est notre pays. Mais hélas, on ne peut pas. Que raconte votre famille avec laquelle vous êtes en relation là-bas? Ne viens pas, reste où vous êtes, parce qu'en Haïti, la situation est très critique, ils sont stressés, les gens ne peuvent pas sortir, même pour aller à l'école, pour aller au marché. Toutes les activités sont paralysées. Le pasteur Jean, lui, essaie d'aider ses fidèles à être régularisés, à trouver un travail. Mais il sait qu'ils doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Moi, je ne compte pas sur les comités internationaux, je ne compte pas sur l'ONU? Non, l'ONU ou quoi que ce soit, je ne crois pas. Les organisations humanitaires? Non, je ne crois pas en aucune organisation. Excuse-moi l'expression, c'est de la merde. Parce que nous cache l'histoire, on nous cache l'histoire. Nous, les Haïtiens, on est des forts. On était le premier pays noir libre à obtenir son indépendance et la fin de l'esclavage. 1804. Oui, mais bien sûr. Toussaint l'ouverture. Oui. Et je suis fier. Et donc vous les appelez à quoi? À faire la révolution? Non, la révolution, je ne veux pas faire la révolution moi seul. Mais j'essaie tout simplement d'instruire mes gens. Je vais faire une coalition d'autres pasteurs haïtiens. Aujourd'hui, je suis allé voir d'autres pasteurs juste pour leur dire que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Les églises doivent se mettre ensemble. 90% des Haïtiens en République dominicaine sont en situation irrégulière. Beaucoup, comme le pasteur Jean, souhaitent donc une nouvelle loi sur l'immigration pour permettre aux Haïtiens de vivre légalement. Mais vu la situation en Haïti, cette loi n'est pas près de voir le jour. Donald Trump, avec son projet de mur entre les États-Unis et le Mexique, un projet jamais achevé, a fait au moins un émule. C'est ici, dans les Caraïbes. Il s'agit du président dominicain. Il veut édifier une clôture le long des 380 km de frontière entre son pays et Haïti. Objectif, lutter contre l'immigration illégale. Mais l'expérience du marché de Darabon et le développement économique qu'il génère des deux côtés de la frontière prouvent qu'il y a des solutions moins expéditives, moins onéreuses, en somme moins brutales.